Ok. Donc là, juste pour montrer un petit peu la fin. Donc là, mon WSUS vient de finir de synchroniser. Donc du coup, il a détecté 807 mises à jour. Donc si on va de update, on retrouve par niveau de criticité. Donc par exemple, les updates critiques, il n'y en a pas. Update de sécurité, il n'y en a pas. Ouais, parce qu'il s'était coché par défaut, il avait mis sur les vraiment sur les salles qui étaient vraiment nécessaires ou qui avaient échoué à s'appliquer. Donc du coup ici, vous avez toute la liste des différentes mises à jour avec leur état et leur niveau d'installation. Donc du coup après on choisit le type de mise à jour. Ici, la classification, on a leur par type de si c'est de la mise à jour simple, de sécurité, en fonction, et après on décide de l'approuver. Non, d'abord, il faut aller dans l'ordinateur déjà. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'ordinateur. Puisque du coup, je suis pas sûr qu'on ait je suis pas sûr que j'avais lié encore une machine à celui-là. Enrôler une machine. Que si du coup, vous n'avez pas d'ordinateur sur lequel envoyer les mises à jour, ça faut. Si, j'en ai une. Ok. Donc c'est bon. Donc ici, je vais faire ajouter computer group, c'est-à-dire le groupe auquel on va envoyer des mises à jour, sachant qu'on peut en faire plusieurs. Si on ne veut pas envoyer toutes les mêmes mises à jour à tout le monde ou qu'on veut étaler les mises à jour pour pas les envoyer tout le monde à la fois. Du coup, on lui donne un nom. Oui, ah, je ne le vois pas. Tous les ordi. Pourquoi il ne voit pas Bon. On va essayer de montrer si je peux le faire. Du coup, le principe, c'est on approuve la mise à jour. Ensuite, on choisit le groupe auquel on veut appliquer la mise à jour. Donc là, je vais mettre tous les ordinateurs. Donc du coup, ça va s'appliquer à tous les groupes. Si on voulait mettre qu'un seul groupe, on choisit directement le groupe que l'on souhaite. Voilà. Donc là, on peut l'annuler. Enfin, on peut annuler le téléchargement, mais là, normalement, il est en train de télécharger la mise à jour sur le serveur pour après l'envoyer. Mais mon problème, c'est que je vois pourquoi il ne voit pas mon PC là. Attends, je suis bien dans tout.
Non. Emplacement. C'est chercher. Dans le groupe d'ordinateurs que j'ai fait n'est pas là. Et là, si je retourne sur la mise à jour, donc là, il va télécharger. Donc elle vient prouver. Donc là, ici, il dit que des mises à jour qui ont été plus ou moins annulées par cette mise à jour parce qu'elle est supérieure à celle qu'on a choisie. Parce que celle qu'on a choisie est supérieure aux autres. Computer. Peut-être comme il le détecte pas en ligne. D'accord. Peut-être de le démarrer dans ce cas-là. Apparemment, on peut aussi l'appliquer avec les GPO. On va le démarrer du coup le PC. Je sais pas lequel des deux c'était. Je vais démarrer les deux. Voilà. Normalement, du coup, vous êtes censé voir les ordinateurs, sinon vous pouvez normalement l'attribuer aussi par une GPO. Et celle-ci, je l'ai pas faite. Donc, mais normalement, ça doit être de la gestion d'ordinateur, update. On peut la trouver. Si je vais ici, outils, gestion stratégie de groupe, on va voir pour la trouver. Hop. Donc ça ici, on va être lié normalement plutôt à l'ordinateur lui-même. Au niveau, à mon avis, de la sécurité. Bonjour. On va chercher ça c'est certificat. Bon, je la rechercherai par la GPO. De toute façon, c'était déjà surtout pour montrer et comprendre le principe, mais j'aimerais bien arriver à avoir un des deux ordinateurs quand même. Maintenant, je vais aller dessus. Update.
Je suis pas sûr qu'il l'ait pris parce que voilà, s'il l'a pris en compte, quand on arrive sur les mises à jour, il dit qu'il y a un paramètre qui est réglé par l'administrateur système. Après, c'est peut-être pas ce PC là, ça peut être l'autre aussi. Donc, pourtant lui est déjà dans le domaine. Et l'autre. Non, l'autre n'est pas dans le domaine, donc c'est pas. Ça peut pas être celui-là. Là, je chercherai, je vous mettrai la version par GPO dans le drive. Mais voilà, c'était pour comprendre. Normalement, le principe a bien été compris de l'utilité et comment ça marchait dans le principe. Mais là, est-ce que du coup il a apparu le PC? Non, il n'a pas voulu me le détecter. Je vais essayer de mettre l'autre quand même, celui qui n'est pas encore dans le domaine pour voir si c'était un problème d'ordre. C'est qu'il faut bien mettre s'il faut mettre le WSUS avant d'implanter d'enrôler les machines. Je n'ai pas mis à jour le DNS, forcément ça ne marche pas. Bonjour. Juste pour savoir pour les autres, si vous avez installé une machine, est-ce que vous la voyez ou pas dans le WSUS? Non? Ok. Je vérifie la base du serveur. Je crois qu'il est à 13 normalement. Ouais, c'est ça. 13. Avec le bon, ça marche mieux. On redémarre. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Il ne le voit pas encore. Ok, c'est qu'il doit avoir réussi une mise à jour. Donc, du coup, bon, on va le laisser redémarrer. C'est pour ça qu'il ne doit pas être encore apparu. Et l'autre, son nom.
et 90. Bon, donc on va attendre juste qu'ils finissent de redémarrer, voir si ça marche, mais est-ce qu'il y a des questions sur le principe du WPS ou le principe du gestionnaire d'impression et d'imprimante? Pas de questions particulières sur ces deux points-là. Ok. Regardez ici s'il n'y en a pas. Ok. Donc en attendant, il en est qui finissent de redémarrer. Attends qu'ils finissent de redémarrer, du coup. Là, on va deux, trois petits points. C'est l'explication sur un terme que vous devez connaître et comprendre, mais qu'on ne va pas mettre en application. C'est ce qu'on appelle le VDI, Virtual Desktop Infrastructure. Donc il se divise après, on verra que il se divise en deux parties. Il y a deux types de VDI. Donc, je ferai l'explication dessus. Et deuxième, un petit point sur la messagerie. Ça, on mettra en place parce qu'on va cumuler aussi avec, pour faire une vérification, pour montrer qu'on peut aussi chiffrer des mails. Parce que quand vous les envoyez tel quel. Et en fait, en réalité, ils peuvent être interceptés. Il n'y a pas spécialement de cryptage compliqué dans la transition. Mais on va voir qu'en utilisant ce qu'on appelle des programmes de bureau, comme là on va faire l'exemple avec Thunderbird, on peut crypter les messages de bout en bout par un chiffrement asymétrique. Et justement, je reparlerai, on a parlé un petit peu vite fait l'autre fois, j'essaierai de réexpliquer, mais après, je n'ai pas forcément des connaissances détaillées, mais sur le principe entre les deux, entre le chiffrement symétrique et asymétrique. J'ai déjà mis 2-3 petites vidéos, notamment après les explications, je vous les passerai pour être sûr que ça soit clair. Et donc du coup, vous essaierez aussi, en utilisant Thunderbird, d'envoyer des messages cryptés. Ça, c'est pas forcément le plus connu, ni toujours le plus simple. Mais avec Thunderbird, c'est un des plus simples à mettre en place. Ah, mais là, j'ai eu le problème, je crois que j'avais fait un clone. J'aurais dû le renommer. D'où l'importance de bien renommer ces machines. Parce que là, du coup, il m'a enregistré, sauf que comme c'était un clone qui doit avoir le même nom, ça va replanter. Bon, c'est pas grave, laissez finir, on essaiera, mais le tout, c'est que vous avez bien compris le principe du WSUS et du gestionnaire d'impression. Donc ça, c'est pas le genre de question où il y a en mise en pratique. Par contre, potentiellement, ça peut tomber en questionnaire classique comme on avait fait l'autre fois. Sur ces deux éléments-là. Pas des trucs détaillés, mais au moins, voilà, ça va pouvoir expliquer à quoi servent ces deux éléments. Donc là, je voulais mettre en pratique en même temps. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. En plus, du coup, vendredi, j'ai dû couper un peu court. Donc voilà. Mais voilà, ça évite, par exemple, normalement, qu'il ait besoin de tout télécharger, les mises à jour, et ensuite de pouvoir les appliquer. Là, il y a juste à les appliquer au bon nombre de PC et aux bonnes personnes. Ok, donc, pendant qu'il finit de s'installer, je vais faire une petite explication du coup sur les deux types de VDI. Donc, VDI, comme je disais, c'est Virtual Desktop
votre avis, qu'est-ce que ça va être ça le VDI? À quoi ça pourrait nous servir? Pas vous y êtes, hein. C'est effectivement un dérivé de machine virtuelle, mais hein, pas forcément en cloud, ça va le faire un serveur local, ce qu'on appelle on-premise, à l'intérieur de l'entreprise elle-même, mais ça peut être en cloud. Les deux fonctionnent sur Azure, qui est en fait Windows Server plus ou moins dans le cloud, effectivement gère le VDI. Donc le VDI, effectivement, ça va être des machines virtuelles pour permettre à des utilisateurs d'accéder à des ressources sur un serveur. Donc en fait, on va avoir un hyperviseur. Là, ça peut être par exemple le Windows Server. Ça peut être aussi Citrix, qui est assez spécialisé là-dedans. Donc on a l'hyperviseur. En fait, après, il y a un premier cas. Ça, c'est le cas VDI par desktop ou persistant. Et en fait, du coup, ici, il y a une VM qui est appelée Golden, qui est en fait, on va dire, la maître. Et après, il y a un pool de VM qui sont créés. Et du coup, après, un utilisateur se connecte du coup à ces machines-là. Mais comme c'est persistant, quand il va se connecter, il va pouvoir faire des modifications, il va pouvoir adapter par exemple son fond d'écran, son écran de veille, il va pouvoir faire des personnalisations. Donc là, elles sont personnalisables par l'utilisateur. Mais par contre, du coup, quel pourrait être l'inconvénient de cette solution-là? Le fait que ça soit hyper persistant et tout. En fait, ça amène un souci qui, du moins, qui va être un petit peu, qui va poser problème en fonction de si on utilise beaucoup. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent ça. C'est que c'est une connexion par VM à la fois. C'est-à-dire que si un utilisateur est connecté sur celui-là, bah, il n'y a personne qui peut se connecter sur cette même machine. C'est vraiment comme les machines ici, comme le RDP par exemple, on peut se connecter qu'à une machine à la fois quand on passe par le RDP de Windows. D'ailleurs, la connexion pour se connecter en VDI va passer par le RDP. Donc cette méthode-là, en fait, c'est vraiment quand la personne est connectée sur sa machine, elle peut utiliser que ça, et que elle qui peut l'utiliser. Après, par contre, si tout le monde n'est pas forcément connecté en permanence au VDI, par exemple, ici, ça s'est connecté, ça s'est pas connecté, connecté. Du coup, bah, celui qui arrive après, il va se retrouver dans une des deux qui sont pas connectés, mais il va retrouver quand même ses personnalisations. Parce qu'il y a une centralisation de ces éléments-là qui se fait dans ce cas-là, à la manière d'un profil itinérant. Donc, c'est pas toujours forcément la même machine va se connecter, mais les éléments qu'il avait manipulés, qui étaient personnalisés et tout, il va les retrouver
quand même, peu importe la machine du pool où il va se retrouver, parce que c'est centralisé. Et il y a un avantage au fait que ça soit synchronisé et centralisé, je veux dire, pardon, par rapport à l'hyperviseur, c'est que, en fait, ça va simplifier les mises à jour. Le VDI. Parce que du coup, quand l'hyperviseur va mettre à jour la VM, en fait, ça, les mises à jour vont s'appliquer automatiquement à toutes les VM. Contrairement à, par exemple, VMware, où chaque VM doit être mis à jour individuellement. Et ce qui est le cas, du coup, dans les autres infrastructures d'hypervision, ou quand vous faites des différents dizaines de machines, c'est les 10 machines qu'il faut mettre à jour les unes après les autres. Ou utiliser justement un WSUS pour les mettre à jour automatiquement en fonction de ce qu'on valide sans avoir forcément passé sur une machine. Mais ici, du coup, on est synchronisé, donc ça facilite l'entretien et les mises à jour des machines de passer par un VDI. Donc c'est quand même un point qui n'est pas négligeable, mais en fonction du nombre de personnes qui ont besoin de se connecter en VDI, on peut avoir besoin aussi d'un serveur plus important en fonction des utilisations qu'on veut faire de la VDI. Mais s'il n'y a pas besoin que forcément tous les postes soient connectés en permanence et tout à leur machine de VDI, mais même si on décide que tout le monde doit être connecté avec sa propre machine VM et tout, au moins dans tous les cas, ça simplifiera la gestion et les mises à jour. Donc ça, c'est la première version du VDI. La deuxième qui est faisable part sur le même principe de l'hyperviseur. Il y aura du coup ici en fait une VM, ou deux, enfin après ça va dépendre de l'échelle. Et là c'est VDI par session. Et c'est non persistant. Donc, le coup non persistant, ça veut dire que les modifications que vous allez faire, de changer le papier peint, des trucs comme ça, quand vous allez arrêter l'ordinateur et vous allez vous reconnecter à une session de VDI, les éléments ne seront plus là parce que ça aura été perdu, c'est pas permanent. Donc, dans le cas s'il y a un serveur, ou que l'hyperviseur est serveur aussi, du coup, les données que vous allez enregistrer, vous allez traiter tout seront, elles, enregistrées sur le serveur, mais toutes les personnalisations et tout, elles ne seront pas. Et du coup, la différence par rapport à l'autre, c'est que sur la machine, plusieurs personnes pourront se connecter simultanément à la même machine. Elles auront un bureau différent, chacun aura son propre bureau et tout, mais elles seront quand même sur la même machine chacune. Donc, il faut faire attention aussi après à la charge de la machine elle-même. Parce que si c'est que de la bureautique et tout, normalement ça ne va pas être un problème si vous avez mis un minimum sans être trop lourd en machine VM non plus. Mais par contre, si vous avez quelqu'un qui commence à utiliser des applications plus importantes et tout, bah, du coup ça va impacter les autres qui sont aussi connectés sur cette machine-là. C'est comme si vous partagez un ordinateur. Et du coup, bah, s'il y en a un qui a tendance à être trop gourmand et qui a trop de ressources, bah, du coup, les autres vont être impactés aussi. Mais par contre, ça vous évite de déployer
beaucoup de machines pour le même nombre de connexions. Si par exemple une machine suffit pour faire fonctionner 8 utilisateurs, bah, du coup vous n'avez pas besoin de déployer ni 8 VM indépendantes les unes des autres avec un certain nombre de ressources. Et donc du coup là vous allez surtout utiliser beaucoup plus de stockage. Alors qu'ici c'est la même machine. Donc le Windows c'est le même qui est utilisé. Alors qu'ici vous avez 6 Windows, enfin en réalité 7 d'utiliser. Donc du coup en termes de disque, ça va consommer beaucoup plus en termes de disque que cette méthode. Donc ça, c'est multi-utilisateur. Par VM. Donc là par contre c'est ressources de la VM partagée entre l'utilisateur connecté. Par contre, elle garde le même principe pour les mises à jour centralisées. Ça ne change pas pour la simplification des mises à jour. C'est toujours pareil. Ça reste du coup le même principe. Mais du coup, on va gagner quand même, éventuellement, en fonction des applications qu'on a besoin, gagner en termes de stockage nécessaire. La puissance de calcul, bah, éventuellement, on peut la rediriger vers une autre VM qui pourrait être dédiée éventuellement à des utilisations plus importantes, éventuellement, pour mieux répartir les charges. Et elle a une autre possibilité aussi, cette version-là. Donc, à la base, du coup, la personne se connecte à un bureau Windows et tout, elle a accès à tous les fichiers, enfin seulement les autorisations données aux fichiers. Mais on peut aussi partager des liens d'application. C'est-à-dire qu'on peut donner à la personne un lien, et en fait, elle va se connecter non plus en partie par RDP et en partie par Internet. Elle va se connecter en fait à une page web, elle va rentrer son nom d'utilisateur et tout, et sur cette page-là, en fait, il y aura un certain nombre d'applications qui seront installées, par exemple Word, Excel, Photoshop, GIMP, enfin, toutes les applications qui sont installées sur l'hyperviseur, qui sert à ça. Et en fait, à partir de là, elle va cliquer dessus, ça va la connecter via RDP, et en fait, elle sera directement, elle verra que l'application sur laquelle elle a cliqué. Donc, de faire ça, ça peut limiter aussi les risques que les gens mettent les choses un peu partout sur le serveur. Parce que du coup, ou sur l'hyperviseur, parce que c'est lui du coup qui va gérer les accès. Donc si vous limitez mal les accès et les autorisations, potentiellement, quelqu'un peut accéder au système si vous l'avez mis par erreur en administrateur et tout, et peut du coup faire des dégâts potentiellement si vous avez mal géré les choses. Donc après, en fonction de comment vous le faites, ça peut être aussi un serveur où il va y avoir le contrôleur de domaine, le DNS, le DHCP et tout, et le serveur qui va servir à la VDI sera un deuxième serveur. Ça ne sera pas le serveur qui sera contrôleur de domaine, ce qui limite les dégâts potentiels. S'il y a des dégâts, à la limite, c'est fait au niveau du serveur qui a les VDI, donc ce qui peut quand même beaucoup les organiser quand même. Mais
au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque que le serveur principal, le serveur contrôleur de domaine, soit touché. Sachant qu'après, on peut normalement se servir d'un VDI sans être forcément un domaine. Mais c'est plus simple à gérer. Si les utilisateurs sont dans le domaine, c'est plus simple à gérer au niveau des droits et de leurs autorisations. Donc voilà, c'est ça du coup le principe du VDI. On ne va pas spécialement le mettre en application parce que je ne suis pas l'expert. Je l'ai essayé, j'ai réussi à aller jusqu'à afficher la liste des applications, les choisir et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, quand il connectait au RDP, il me disait que l'ordinateur n'était pas existant. Pourtant, j'étais connecté quelques secondes avant et il était bien allumé. Bon, après, j'ai pas insisté, j'ai fait ça en un quart d'heure pour voir. Mais si vous voulez le faire, bon, il y a des tutos sur Internet et en fait, à l'endroit où ça va changer, c'est quand vous installez du coup un rôle. Vous vous souvenez, il vous pose deux questions. Ajouter un rôle de fonctionnalité et la deuxième, c'est une fonctionnalité de bureau. Et en fait, la deuxième fonctionnalité, c'est ça qui va vous donner l'accès aux paramètres pour créer le VDI. Donc, si jamais vous voulez tester, vous pourrez. Mais ce n'est pas une obligation. Le tout, c'est de comprendre le principe et de savoir qu'il y a deux variations de VDI. L'une qui va consommer un peu plus de ressources quand même, surtout au niveau du stockage, parce qu'il n'y a qu'une personne qui pourra avoir accès à la machine, mais du coup, elle retrouvera quand même ses modifications. Et l'autre, par contre, où du coup, toutes les personnes vont se connecter sur la même machine, mais par contre, du coup, la machine est partagée. Les ressources de la machine sont partagées. Donc, du coup, il faut bien faire attention à équilibrer les applications que vous pouvez lancer. Et le fait, du coup, de pouvoir partager une liste d'applications qu'un utilisateur va pouvoir utiliser va permettre de faire en sorte que tout le monde ne puisse pas accéder à des applications qui soient trop gourmandes et du coup qui pourraient pénaliser l'utilisation de la machine pour les autres personnes connectées. Voilà, c'est ça, surtout de comprendre le principe. Là, c'est pas prévu que je le mette en application, mais si vous voulez le tester, vous pouvez avec le Windows Server. Ça va se passer du coup, au lieu d'ajouter un rôle, une fonctionnalité, vous allez ajouter des éléments pour le bureau. Du coup, est-ce que comme ça paraît très clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y aurait des questions, effectivement? C'est toujours le faire chaque fois. Par Windows Server, je vais vous la montrer, comme de toute façon je suis connecté, j'en ai un qui est lancé. En fait, du coup, ici, vous rentrez sur votre serveur, normal. Vous allez, pour ajouter un rôle, fonctionnalité. Et ici, c'est installation de service bureau à distance. Pour installer les rôles, qui va permettre de générer les VDI basés sur des ordinateurs virtuels ou des sessions. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de gérer les différents éléments. Mais après, je l'ai juste fait vite fait, donc je ne vais pas spécialement vous le montrer. Là, c'est pas demandé forcément en utilisation, mais de comprendre le principe si jamais vous tombez sur une infrastructure qui est montée en tant que VDI, qui est du coup un petit peu différente des machines virtuelles indépendantes, puisque du coup là il y a quand même une centralisation, surtout pour les mises à jour. Et donc du coup après vous suivez les éléments pour tenter, et puis
Là, donc basé sur un ordinateur virtuel ou sur une session. Donc c'est là que vous choisissez les deux types de VDI que vous voulez utiliser. Après, bon, classique, le ou les serveurs s'il y en a plusieurs, parce que ça peut être réparti entre plusieurs serveurs. Bon, il dit qu'il va démarrer après. Bon. Ouais, je le déploie vite. Je tente de le déployer vite fait, mais on passe pas non plus passer trop de temps. Je vais pendant ce temps-là renommer ma machine. Après, c'est peut-être c'est pour ça que je pense qu'il en connaissait qu'une, donc il ne pouvait pas. Update / administrateur. Je vais y arriver. Du coup, c'est la première connexion. Après, au niveau par contre, du VDI, normalement, il faut faire aussi un calcul par rapport au nombre de personnes qui vont se connecter. Parce que, du moins avec Windows Server, normalement pour Windows Server, il autorise qu'un maximum de connexions à distance en fonction du nombre de licences que vous avez achetées. C'est ce qu'on appelle les cales. Et donc, du coup, bah, si jamais vous avez acheté 20 cales et que vous avez une 21e personne qui essaie de se connecter, bah, elle ne pourra pas se connecter. Parce qu'on lui dira qu'elle n'a pas il n'y a plus assez de licences pour se connecter. Donc, c'est un coût à prendre potentiellement en compte aussi au niveau du VDI. En tout cas, par Windows Server. Après, c'est pas le seul qui existe, mais potentiellement, c'est un élément qui peut être à prendre en compte. Le coût des licences. Bon, on va voir s'il va le reconnaître individuellement après, c'est pas forcément sûr. J'aurais dû le renommer avant de l'enregistrer au domaine. Ça c'est la machine, le serveur il est là. Du coup, est-ce qu'il me l'a trouvé ou pas? Voilà, du coup, il a écrasé plus ou moins l'autre. Donc, pour ça, à mon avis, qu'on les voit pas, ils sont un peu mélangés les deux. Hein? Non, on peut, oui. Mais là, je la connais pas de tête. C'est pour ça que je vous ai dit que je la mettrais.
Hmm. Alors, tu m'as dit sur l'ordinateur, c'est ça, côté ordinateur? Ouais. Paramètres Windows? Ok. Non, je pense à l'autre. Ça, c'est pour les entreprises. Là. Parce que je crois que je suis pas. Voilà. Ouais, mais attends, du coup, il est en train de redémarrer. Comme j'ai lancé vite fait l'élément pour le VDI. Du coup, il redémarre. Et donc voilà, le petit truc à faire attention si vous faites des clones de machines, bien les changer tout de suite, le nom, avant de les mettre dans le domaine pour éviter des confusions comme ça pour le système. Comme du coup, il y a des éléments qui sont identiques. Dans l'idéal, si vous voulez faire cloner des machines virtuelles et être sûr d'éviter les erreurs, l'idéal c'est de cloner une machine sur laquelle vous avez fait un sysprep. Comme ça, une fois que vous avez terminé le sysprep, avant de la redémarrer, vous la clonez le nombre de fois que vous avez besoin. Ou vous l'enregistrez, parce qu'en fonction de l'hyperviseur, on peut enregistrer une machine en tant que modèle. C'est-à-dire c'est une machine qui ne bougera plus, qui ne va pas servir à être lancée pour l'utilisation, mais elle va servir de modèle pour les autres, pour justement dupliquer des machines et en faire un certain nombre. Mais au moins comme ça, vous êtes sûr que ce modèle-là, il ne va pas bouger et les gens ne pourront pas y toucher. Je, pour le WSES avec la GPO, je vous le mettrai. Je vais regarder ça un peu plus en détail. On va voir quand même si des fois il n'a pas d'essayer de changer d'avis et de nous faire apparaître le PC maintenant qu'on a redémarré. Des fois, il en serait capable. Donc là, le VDI continue à s'installer. Bon, là, il me dit que j'ai pas de licence justement pour le bureau à distance. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il m'a acheté d'ailleurs. Ça se trouve, c'est peut-être pour ça en fait qu'il m'a acheté, parce que j'ai pas, comme j'ai pas de licence, au moment où j'ai voulu me connecter, il m'a dit. Mais après, directement par le RDP, il avait bien voulu lui, donc c'est pour ça que c'est bizarre. Non, il l'a pas vu. Statut. Il le voit pas. Voilà, je vous le remettrai, je me le note. Du coup, qu'est-ce qu'il dit dans le message? Rien.
Voilà, donc là, il a fini. Et donc là, par exemple, il met le lien qu'il faudra donner aux gens là, pour se connecter à la version application. C'est juste que là, il l'a mis en SSL. Mais il m'a pas reconnu mon certificat. Donc là, j'ai dit que c'était quelle machine? Local, j'ai dit qu'il était en 013, donc logiquement je peux aller ici 13/rd web. Voilà. Donc ici, je mets mon domaine. Je mets un nom d'utilisateur, je vais prendre administrateur par exemple. Et vous voyez que par défaut, là, c'est les 3 applications qui met de base. Donc calculatrice, Paint, WordPad. Donc là, si je clique sur WordPad, il me sort un lien en RDP. Il me dit que j'ai le même message qu'hier. Bon, après, que quand j'ai essayé. Bon, après, j'ai pas insisté beaucoup. Mais voilà, pour le principe, c'est ça. Mais par contre, hmm, j'avais rajouté tous les programmes qui étaient sur l'ordinateur et il n'avait pas voulu quand même. Donc c'est autre chose. Mais par contre, si on fait par le bureau à distance, je vais faire par exemple user 1. Donc là, il se connecte. Maintenant, je retourne sur la distance ici. Je reprends la même machine. Je mets un autre compte. Je n'ai pas fait l'user 2. Bon, ce se trouve, c'est peut-être un autre où j'avais fait une user 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je suis connecté à l'administrateur. Mais je suis bien aussi connecté à l'user 1. Donc là, on a plusieurs sessions qui cohabitent simultanément sur la même machine. C'est le but. Par contre, du coup, il faut quand même faire attention à bien régler les autorisations et tout sur les différents répertoires pour les utilisateurs, pour pas qu'ils puissent aller n'importe où. Parce que là, du coup, ils voient vraiment l'intégralité du serveur. Non, non, là, c'est tout le serveur. C'est tous les fichiers du serveur. Y compris sur le deuxième disque où vous pouvez avoir stocké les données et tout. Là, du coup, tu as accès à tout le serveur. C'est pour ça que je dis dans la configuration, il faut, en fonction de comment vous faites, tenter de dissocier le serveur qui va être le contrôleur de domaine le nœud principal et le serveur qui va servir à la VDI. Pour être sûr que même s'il y a un problème d'autorisation, il ne puisse pas impacter le serveur de domaine. Si vous perdez le serveur de domaine, c'est plus compliqué qu'à la limite si vous perdez quelques machines de VDI ou quoi, un réglage de VDI. Sachant que le réglage des VDI peut être fait sur le serveur principal, déployé sur un autre serveur secondaire. Le rôle n'est pas forcément directement sur le serveur où il y a la VDI.
ça peut être transmis par un autre serveur. Et donc là, du coup, par exemple, je pourrais aller dans Windows, je pourrais essayer de supprimer des éléments potentiels. Mais bon, là, dans Windows, ils ont quand même déjà protégé un minimum, mais voilà, potentiellement, on peut retirer des fichiers qui pourraient ne pas être à nous. Et pareil, par contre aussi, comme c'est partagé, si par exemple un utilisateur avait l'accès à un répertoire, il décide de le supprimer ou quoi, et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait aller récupérer un truc dans ce répertoire-là, et ben du coup, il ne pourra pas parce que ça a été supprimé de la machine. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut toujours bien travailler avec un serveur de stockage de fichiers qui va permettre du coup de stocker tous les fichiers, puisque comme c'est temporaire de toute façon, bah, du coup les fichiers d'images et autres que vous auriez mis en entre guillemets local seraient supprimés. Donc après, ça peut servir par exemple pour des écoles et tout, pour avoir besoin de moins de ressources, s'il y a des élèves qui ont besoin de se connecter et tout. Et au moins comme ça, après, s'ils mettent des choses dans les documents, les trucs comme ça, bah après c'est automatiquement supprimé. Ça permet d'éviter trop de stockage d'éléments qui seraient pas forcément intéressants. Et après, dans les, dans les choses qui existent aussi comme méthode pour ça, pour les écoles, les hôtels, les choses comme ça, il y a des méthodes qui vont permettre en fait de verrouiller l'ordinateur dans un état. C'est-à-dire que quand vous allez le démarrer, l'ordinateur sera avec un certain nombre d'applications installées et tout. Vous aurez accès à l'ordinateur et tout pour l'utiliser normal. Mais par contre, dès que vous allez refermer l'ordinateur, quand vous allez le redémarrer, toutes les modifications que vous avez pu faire auront été annulées. Il sera revenu à la première version que vous avez demandé. Donc comme ça peut éviter d'avoir à réinstaller des ordinateurs tout le temps ou de remonter des VM tout le temps parce que quelqu'un qui l'a utilisé a fait des fausses manips. Et donc du coup, ça facilite les choses. Donc c'est pas exactement, ça peut être de la VDI, mais pas forcément. Mais voilà, c'est des techniques qui existent, qui peuvent permettre de se faciliter aussi l'entretien des machines et la gestion d'un parc. Mais après, ça c'est plutôt utilisé en école ou à des endroits où les ordinateurs sont utilisés très souvent par des personnes différentes. Dans les hôtels, les cybercafés, les choses comme ça par exemple. Ou comme ça, vous n'avez pas à vous embêter de savoir si la personne a pu insérer un virus ou quoi. Comme du coup ça revient à la configuration d'origine, et bah du coup le virus, s'il y en avait un, il a été supprimé au moment où la personne a éteint la machine. Du coup, ça peut notamment aider pour ce genre de choses. C'est des petits trucs à savoir qui existent, pas forcément à mettre en place, mais à savoir que ça existe quand même. Pour des fois vous simplifier la vie en fonction d'où vous pouvez vous retrouver comme type d'entreprise par la suite. Donc voilà, du coup c'était pour montrer que ça marchait au moins en RDP. Et après, peut-être que c'est à cause de la licence d'accès pour l'autre partie qui marche pas. Mais bon, après j'ai pas insisté encore non plus dessus. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez, par exemple, ça peut être ce genre de choses, installation d'un serveur VDI, ce qui peut être dans le dossier pro, même si ça va dépasser les 3 pages. Mais ça peut être un exemple du dossier pro, par exemple. Pas quelque chose qu'on a vu, on a juste vu le terme en, pendant, pendant la session, mais rien ne vous empêche de développer un terme qu'on a vu, ou même un autre élément qu'on n'a pas vu, qui ne serait pas forcément dans le programme, mais que vous avez découvert à travers un autre truc et qui vous intéresse. Et du coup, vous pouvez le mettre aussi dans le dossier pro.
Le dossier pro n'est pas limité que à des expériences de stage et que à des éléments qu'on a vus pendant la formation. Ça peut être d'autres choses qui pourraient rentrer dans les cases, mais qu'on n'a pas vu, parce que vous avez trouvé un truc qui vous intéressait et tout. Vous avez le droit de mettre autre chose qui n'est pas directement dans la formation, mais qui potentiellement pourrait rentrer un peu dans les cordes. Bon, j'ai ça, j'ai bien mis un tuto pour installer un serveur d'IA local dans le DP. Je ne rentrais pas exactement dans les cases, mais bon, j'avais envie de me le faire, donc je l'ai mis quand même. Mais voilà, ça reste quand même un truc de réseau et tout dans les choses. Ouais, on fera un point. Bah, de toute façon, les deux ou trois premiers jours, ça va être sur le DP en rentrant de stage, donc on va pouvoir redescendre ça. Ou peut-être on fera ça vendredi, on va voir. Juste avant de partir, un petit truc léger, on pourra éventuellement peut-être vendredi, on fera ça. Ou jeudi. On va voir comment ça va. Ok, du coup, pour le VDI, le principe et tout, VDI, WSUS, serveur d'impression et tout, ça paraît cohérent, vous pourriez a priori arriver à le réexpliquer à peu près le principe. De toute façon, on fera après le retour de stage, on fera de toute façon des révisions et tout. On redescendra ces éléments-là, au moins en version questionnaire, pas en application. Parce que c'est pas là, c'est pas, ça demande un peu plus de mise en pratique, donc au niveau de l'épreuve, c'est un peu trop long à mettre en place. Donc normalement, il n'y a pas. De toute façon, je me renseignerai après auprès de collègues pour bien confirmer. Mais de toute façon, après le stage, on fera les révisions et on orientera un peu plus sur vraiment ce qui doit sortir. Et on fera de toute façon, je pense qu'au moins en version questionnaire, on en fera au moins un, en mode, en mode comme à l'examen, mais on fera au minimum un examen de mise en pratique, type, type plateau, un peu base d'examen, avec des questions base examen aussi, que vous puissiez vous rendre un peu compte de ce qui serait demandé. Bon, je pense que ça, je ferai les deux la deuxième semaine. La deuxième semaine après être rentré, on va voir. La première, on va se concentrer sur au moins les deux premiers jours sur le DP pour que vous avanciez un max dessus, qu'on puisse corriger tout de suite, voir les choses directement. Comme ça, c'est bouclé. Enfin, même si vous ne le bouclez pas dans les 2 jours, au moins la plus grosse partie est faite. Et vous voyez bien après pour pouvoir continuer par la suite. Si jamais si jamais vous terminez pas, il n'y a pas de souci dans les 2 jours, mais au moins voilà, comme ça c'est bien lancé, vous voyez exactement ce qu'il y a à faire. Mais potentiellement, si vous avez déjà pris pas mal de photos, des choses comme ça pendant le stage ou autre, ou même en faisant des éléments, bah, du coup, au moins si vous avez déjà toutes les photos et tout, vous gagnez du temps et potentiellement, si vous vous concentrez bien, en 2 jours, vous pouvez quasiment avoir fini le DP. Sachant qu'au total, il n'y a que 6 exemples maximum à mettre avec le nouveau programme, puisqu'il y a deux activités types. Donc, du coup, ça vous laisse pas beaucoup de choix sur ce que vous pouvez mettre. Et du coup, ça peut aller assez vite, parce que normalement, en théorie, ce qui est demandé, c'est 3 pages par activité, par, par exemple. Donc, si vous les mettez à 3 pages et tout, ce qui va très vite, hein, si on met un ou deux screenshots et tout, ça peut aller très vite. Vous pouvez faire plus, mais faites pas non plus 150 pages sur un seul exemple. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc, par exemple, si vous ne mettez pas installation d'un serveur de 2019 avec rôle DHCP, DNS, WSUS, WSU et tout.
c'est en plus ou moins un rôle, ça rentre dans les exemples, quoi. Si vous mettez un exemple qui va faire tout, ça va être trop long, ça va être trop lourd. Et du coup, c'est pas exactement ce qui est demandé. C'est bien ciblé sur des points en particulier. Après, à vous de choisir lesquels vous voulez pour que ça soit des choses qu'on a vu dans la formation ou pas forcément, comme je dis. Ça peut être complètement autre chose qu'on n'a pas vu, mais qui vous intéresse, qui vous a plu ou quoi en découvrant, en cherchant d'autres choses. Donc ça peut être complètement autre chose. Ok, bon, on va faire la petite pause.